Matin. Il est 8h46 et ce matin, comme tous les matins, nous sommes avec le professeur Jean Sibilia. Bonjour. Bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. On l'a dit, dans quelques instants avec vous, Jean, on fera un récapitulatif de ce que l'on pensait être sur le Covid-19, sur ce qui a évolué, parce que finalement, on revient beaucoup en arrière, on avance et finalement, on recule. Donc, on fera ce point dans un instant, mais on va commencer par un appel au standard ce matin avec Alain qui nous appelle de Courpierre. Bonjour Alain, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à votre invité. Moi, je voudrais d'abord, si vous le permettez, faire part de mon agacement devant deux expressions. L'expression et le concept d'ailleurs d'immunité collective. Est-ce que la question s'adresse aussi à votre invité? Et pour cause, est-ce que ça veut dire que pour être tous guéris, il faut être tous malades? Et deuxièmement, de manière un peu moins grave, puisque c'est du jargon, distanciation sociale. Alors qu'il suffirait de dire distance physique. Bon, ceci dit, moi Vous avez raison. Je suis un monsieur de 74 ans, réputé fragile vu le nombre d'affections et d'opérations qu'il a subies, et je m'inquiète, moi, pour ma mère qui est en EHPAD, ici même à Courpierre, un petit établissement qui a été épargné, au contraire de certains de ses voisins, dans un rayon de 30 km, disons, qui a été épargné par le coronavirus. Moi, j'ai un petit peu peur, tout en comprenant l'intérêt qu'il y a d'aller, et pour cause, visiter sa parentèle, ce que j'essaye de faire de loin, de temps en temps, par la fenêtre, pour tout dire. Et donc, je suis un peu inquiet à l'idée d'entrer d'une manière ou d'une autre, d'amener le coronavirus chez ma mère, par exemple, vous voyez, pour être simple dans la formulation. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur. Merci beaucoup. Vous posez en fait trois questions et les deux premières sont assez simples. La première, oui, malheureusement, quand un virus inconnu infecte pour la première fois une population humaine, il faut qu'il y ait une infection d'un minimum de 60% de cette population. Alors c'est pas tout le monde, mais c'est au moins 60%. Pour vous expliquer simplement les choses, à partir du moment où plus de 60% des gens sont infectés, la transmission du virus devient impossible, puisque les sujets ceux qui ont été touchés sont présumés protégés, et donc ils ne peuvent plus s'infecter, ils ne peuvent plus transmettre. Et à ce moment-là, l'épidémie disparaît. C'est vraiment un calcul qui a été fait sur la base de nombreuses épidémies. Donc, pour répondre précisément à votre question, ça n'est pas 100% des gens qui doivent être infectés, mais suffisamment de gens dans une population, autour de 60 à 80%, pour que le virus ne puisse plus circuler d'homme, puisque le virus n'existe pas. C'est un parasite pur, il n'existe pas sans les cellules humaines. Donc effectivement, il va falloir qu'on acquiert une immunité collective au fil de l'eau. Alors, il vaut mieux l'acquérir en plusieurs mois, quelques années, ce qui évite des vagues gigantesques que notre système de santé ne peut pas absorber. Donc c'est ça l'intérêt de ces mesures barrières et du temps qu'on prend. C'est pas pour freiner l'immunité collective, parce que de toute façon, il faudra qu'elle vienne à un moment donné, sauf si, et c'est important de le dire, sauf si le virus disparaissait pendant l'été avec la chaleur, ou sauf si le virus mutait et qui se transformait en gentil petit toutou non virulent. Mais ça personne ne peut le prédire. Mais si ces choses-là n'arrivent pas, si le virus reste contagieux et virulent, il faudra que 60%, comme ça a été le cas avec tous les germes, tous les virus. Deuxième remarque très très brève, je suis bien d'accord avec vous, on aime bien inventer des termes qui sonnent bien, et les sociologues aiment bien les termes qui se finissent par ion, en fait, distanciation sociale. On pourrait parfaitement dire, je suis bien d'accord avec vous, et c'est peut-être beaucoup plus simple de dire distance physique. Il faut mettre une barrière, il faut mettre de la distance entre les gens. Parlons simple, je crois que c'est bien mieux, même si le terme reconnu est celui que vous avez évoqué. Dernier point très important, les EHPAD. Je crois que c'est important parce que c'est important pour nos anciens. Il y a deux éléments parfois qui s'opposent. Il y a l'événement et la problématique médicale, parce que les EHPAD regroupent des gens âgés, fragiles, malades. Et la deuxième chose qui s'oppose un petit peu, c'est que ces gens âgés, fragiles et malades ont besoin de contact, ont besoin de voir leur famille, ont besoin de liens, ont besoin d'amour. Et donc, comment leur donner du lien, de l'amour, autrement que par le téléphone et des courriers, sans prendre un risque médical? C'est tout l'enjeu.
Et donc le choix qu'on fait aujourd'hui, parce qu'ils sont malheureux, on le sait, ils sont malheureux, ils dépriment, ils se laissent aller, ces fameux syndromes de glissement, il faut qu'on arrive à leur redonner goût à la vie, et le goût à la vie viendra par la rencontre avec leurs enfants. Donc il faut qu'on fasse entrer au compte-gouttes, entre guillemets, les enfants et les proches dans les EHPAD, et ça peut parfaitement se faire, comme ça a été fait, avec un contrôle à l'entrée, le port de masque, du gel sur les mains, et puis pas forcément les embrasser, voyez, et garder une petite distance pour cette fameuse distance de sécurité que vous évoquiez. Mais ça permet de les voir, ça permet de leur parler, d'avoir ce contact physique qui est tellement utile à nos anciens. Donc voilà, moi je crois qu'il faut le faire. Chacun peut avoir un avis différent. En tout cas, moi je crois que c'est les respecter, les aimer, mais sans les infecter, évidemment, donc en faisant très attention, en rentrant avec toutes les mesures qu'on a évoquées. Voilà mon point de vue, mais je sais que ce point de vue est débattu aujourd'hui, mais je privilégie le côté, le côté bienveillant, humain et l'amour qu'on peut avoir des anciens. Oui. Je crois qu'on peut contrôler le problème médical. Je crois que c'est contrôlable. Merci beaucoup Alain pour votre... Merci de nous avoir appelés. Et puis avec vous, professeur, on va revenir justement. On va peut-être revenir à un mois en avant. Pendant des jours, on nous a dit et on a entendu un petit peu partout que c'était une petite grippette. Donc forcément, tout le monde a associé ce virus à une grosse grippe. Après 2 mois, finalement, qu'est-ce qu'on sait sur ce virus? Pourquoi est-ce qu'il est nouveau? Et est-ce que surtout, est-ce que c'est la première fois qu'on le voit? Oui, très important. Je crois qu'aujourd'hui, après un mois ou un peu plus, puisque l'épidémie en Chine émerge en novembre ou en décembre, je pense que c'est important aujourd'hui de faire un point. On va pas pouvoir faire un point exhaustif, mais reprendre quelques éléments clés pour bien expliquer les choses à nos auditeurs. Je pense que l'introduction très simple, c'est qu'il faut prendre conscience d'une chose, c'est que on n'a jamais vécu en direct la dissémination d'un nouvel agent infectieux. On l'a jamais vécu, nos sociétés n'ont jamais été confrontées à ça. A fortiori, dans un moment où l'information quotidienne, minute par minute quasiment, et cette information est mondiale aujourd'hui, on suit les choses comme dans une télé-réalité permanente, minute par minute, sur la planète entière. On a, en matière de communication, d'information, on n'a jamais vécu ça. Donc il faut bien comprendre qu'il y a ces 2 éléments nouveaux. C'est un nouveau virus, qui n'est pas le virus de la grippe, et on vit cette épidémie, cette pandémie mondiale, on n'en a jamais vécu à cette hauteur-là. On la vit dans un environnement de communication et d'information par les réseaux sociaux et au-delà qu'on n'a jamais vécu. Et ça crée forcément une double inquiétude. L'inquiétude liée au fait que c'est un nouveau virus qui n'est pas le virus de la grippe, il est beaucoup plus contagieux, il est 2 à 3 fois plus contagieux que le virus de la grippe, et c'est un virus qui est plus toxique que la grippe, puisqu'il entraîne une mortalité qui est à peu près selon le type de grippe, parce qu'il y a des grippes qui peuvent être très toxiques, on n'a pas vu depuis longtemps, mais la grippe espagnole a été vraiment très toxique, mais en tout cas par rapport à la grippe saisonnière, c'est un virus qui entraîne des atteintes pulmonaires beaucoup plus sévères, avec une mortalité entre 1 et 2%, alors que la grippe saisonnière, la mortalité est entre 0,1 et 0,2. Donc c'est 10 fois plus toxique et potentiellement mortel. Donc c'est vraiment un nouveau virus dans un nouveau contexte. Et ça doit expliquer, et ça doit non pas rassurer, parce qu'on ne pourra pas rassurer forcément les auditeurs, mais expliquer qu'il y a beaucoup d'informations au jour le jour qui soit sont infirmées, donc des informations qui sont fausses, parce qu'on n'avait pas l'élément de connaissance initial, soit qui sont complétés. Et ça crée forcément une inquiétude au fil de l'eau, parce qu'on a l'impression de ne pas savoir et de découvrir et d'être, voyez, il y a toujours quelque chose derrière le rideau. Et c'est ça l'impression qui alimente d'ailleurs une sorte de vision complotiste, parce que comme on ne connaît pas et qu'on découvre au fil de l'eau, on a toujours l'impression qu'on nous cache quelque chose. On peut avoir cette sensation. Voilà, cette sensation, elle est humaine et simplement, elle est liée aux peurs et à l'inquiétude bien légitime qu'on a de ce virus-là. Donc il faut bien intégrer, il faut vraiment que les auditeurs intègrent le fait qu'on vit ensemble en direct quelque chose qu'on ne connaît pas, ça n'est pas une grippe, ça n'est pas un virus de la grippe, c'est la première fois que l'espèce humaine voit ce type de virus, et je le répète, c'est un virus beaucoup plus contagieux que celui de la grippe, 2 ou 3 fois plus, et beaucoup plus toxique, une mortalité presque 5 à 10 fois supérieure à la grippe. Donc c'est vraiment important d'intégrer ça, et après on verra. Alors, on connaît les symptômes, enfin en tout cas certains symptômes, les fortes fièvres, les maux de tête, mais de nouveaux signes sont apparus. Alors, on parlait de choses sur, enfin sur le visage, sur les mains. Enfin, il y a pas mal de symptômes qui apparaissent. Est-ce que ce sont de vrais symptômes liés au Covid-19 ou est-ce que finalement, ça n'a rien à voir? Alors là aussi, on a appris en voyant les malades.
enfin, on a vu des malades, et évidemment, ce qu'on a vu, ce qu'ont vu les Chinois, ce qu'on a vu nous, c'est les signes les plus forts. Les signes les plus forts, c'est les signes qui traduisent l'inflammation de l'infection virale. L'infection, le virus vous touche, vous allez développer une inflammation, vous allez développer ce qu'on a classiquement dans toutes les infections virales. Que vous ayez une grippe ou un corona ou une autre infection virale, vous allez avoir à peu près les mêmes symptômes, c'est-à-dire de la fièvre, des douleurs un peu musculaires, et puis pour ces virus-là, qui sont des virus qui vont toucher le poumon, tous les virus ne touchent pas le poumon, mais en tout cas, le corona, le virus de la grippe sont des virus qu'on appelle des virus à tropisme pulmonaire qui touchent le poumon. Les gens vont avoir des signes pulmonaires, ils vont tousser et parfois avoir du mal à respirer. Donc ça, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu. Mais évidemment, vous imaginez que les signes plus rares, plus individuels, puisque chaque malade est différent. Je vous rappelle par exemple, quand vous faites une autre infection bactérienne, virale, ou quand vous faites n'importe quelle maladie, tout le monde n'a pas exactement la même maladie. Il y a toujours votre particularité, votre personne qui fait que la maladie va plus ou moins s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et bien pour le Covid-19, c'est pareil. Tous les malades ont de la fièvre, un peu mal au muscle et très souvent des signes pulmonaires, mais pas tous, pas tous. Et puis d'autres vont avoir une autre expression, une expression qui est liée à la réponse inflammatoire de chacun. Et ça va être par exemple une atteinte de la peau, ça va être une atteinte d'autres organes, du cerveau malheureusement, cette perte du goût et de l'odorat. Tout le monde ne l'a pas, mais parce que le virus ne vous contamine pas à la même dose, pas au même moment, peut-être pas au même endroit, sur un terrain immunitaire qui est bien sûr celui de chacun. Donc là aussi, c'est normal. Ce n'est pas une sorte de, vous voyez, de choses, de chimère qu'on voit apparaître, de cette ombre maléfique du virus là qui commence à toucher tous les organes. C'est des organes très clairs. Aujourd'hui, on sait des organes qui peuvent être touchés parce qu'ils ne rentrent pas dans n'importe quelle cellule. Simplement, on découvre au fil de l'eau l'expression de cette maladie, comme on l'a fait pour toutes les maladies. Toutes les maladies ont été décrites comme ça. Donc, il n'y a rien d'anormal, sauf que ce virus touche au-delà du poumon certains autres organes. Ça, on ne le savait pas, on le sait mieux maintenant. On a à peu près, après un mois, je ne dis pas qu'on a tout décrit parce qu'il restera des complications au long cours. Ça, c'est une chose qu'on va découvrir, c'est-à-dire comment les gens vont récupérer avec ou sans séquelles. Est-ce qu'il va y avoir des séquelles à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Pour l'instant, par définition, on ne peut pas le dire, on est très attentif. Mais ce qui correspond à l'infection aiguë du premier mois, je pense que c'est parfaitement décrit aujourd'hui. Les gens qui en ont vu beaucoup, comme nous dans l'Est, on a vraiment pu observer des choses. Mais je le répète, soyez rassurés, c'est normal qu'on ait découvert des signes au fil de l'eau. C'est la même chose pour toutes les maladies. Merci beaucoup Jean. Et demain on parlera des tests, cette grande interrogation surtout, et comment surtout notre corps va se défendre. Est-ce qu'on est tous égaux face au virus? Est-ce qu'on a tous les mêmes systèmes de défense immunitaire? On en parlera demain matin, bien sûr, avec vos appels au 0826 300 300. Merci beaucoup Jean Sibilia d'avoir été avec nous ce matin, doyen de la faculté de médecine. C'était très intéressant.